Ce soir-là, pendant le dîner de fiançailles, le beau-père de mon fils a dit « Ce crève-la-faim ne mérite pas ma fille. Elle mérite quelqu'un à sa hauteur. » Mon fils a baissé la tête. Nous sommes partis en silence. Le lendemain, quand il est arrivé au travail, j'étais assise dans le fauteuil de la présidence. J'ai simplement dit « Enchantée. Je suis votre patronne. Je m'appelle Amélie Laurent. J'ai 62 ans et voici l'histoire que j'ai portée seule pendant trop longtemps. » Il y a des moments dans une vie où le silence pèse plus lourd que tous les mots du monde. Ce soir-là, dans ce restaurant étoilé de Lyon, j'ai compris qu'un dîner pouvait briser quelque chose d'irréparable entre deux familles. Mon fils Théo avait 34 ans. Il travaillait comme ingénieur commercial dans une entreprise que je connaissais bien. Très bien, en vérité. Mais cela, personne ne le savait. Pas même lui. Farah était une jeune femme douce, aux yeux noirs profonds, qui travaillait dans une galerie d'art contemporain. Elle aimait Théo avec une sincérité qui me touchait. On voyait dans son regard qu'elle ne cherchait rien d'autre que lui. Le dîner de fiançailles avait été organisé dans un restaurant du Vieux-Lyon, près des Traboules, là où les pierres gardent encore le poids des secrets. J'avais mis ma robe bleu marine, celle que mon mari adorait. Il est parti il y a 15 ans, mais je porte toujours son alliance. C'est cette alliance qui m'a rappelé, ce soir-là, ce que signifie construire quelque chose avec dignité. Marius, le père de Farah, était arrivé en retard. Costume 3 pièces, montre en or, sourire froid. Il s'était assis en bout de table comme s'il présidait une réunion d'affaires. Sa femme, Isabelle, restait silencieuse à ses côtés, les mains croisées sur ses genoux. Les entrées étaient à peine servies quand il a commencé. « Alors, Théo, parle-moi de ton avenir. Qu'est-ce que tu prévois pour ma fille ?» Théo a souri poliment. « Je travaille dans une bonne entreprise, monsieur. J'ai un poste stable, un salaire correct. Nous avons déjà trouvé un appartement à louer près de Bellecour. » Marius a levé un sourcil. « À louer ? Oui, pour commencer. » « Pour commencer. » Il a répété ces mots comme s'il sentait le mauvais. « Et combien tu gagnes, si ce n'est pas indiscret ?» J'ai senti mon cœur se serrer. Théo a hésité. 3 200 € par mois. Le silence est tombé comme une pierre dans un puits. Marius a posé sa fourchette. 3 200. Il a regardé sa fille. « Farah, tu te rends compte de ce que ça veut dire ? Papa, s'il te plaît ? Non, laisse-moi finir. » Il s'est tourné vers Théo. « Ce crève-la-faim ne mérite pas ma fille. Elle mérite quelqu'un à sa hauteur. Un homme qui peut lui offrir une vraie vie, pas une location à Bellecour. » J'ai vu le visage de mon fils se vider de toute couleur. Ses mains se sont crispées sur sa serviette. Il a baissé la tête. J'ai voulu parler. Les mots étaient là, brûlants, prêts à sortir. Mais quelque chose m'a retenu. Une voix intérieure m'a dit « Pas ici, pas maintenant, pas comme ça. » Je me suis levé calmement. « Théo, nous partons. » Il n'a rien dit. Il s'est levé. Farah a essayé de nous retenir, les yeux remplis de larmes. « Madame Laurent, je suis désolée. Ce n'est pas ta faute, ma chérie. » Nous sommes partis en silence. Dans la voiture, Théo regardait par la fenêtre. Je voyais ses mâchoires serrées, ses poings fermés. Il ne pleurait pas. Il était juste brisé. « Maman, je suis désolée. » « De quoi ? De ne pas être assez. De ne pas pouvoir. » « Théo, j'ai posé ma main sur la sienne. Tu es tout ce qu'un homme doit être. Ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. » Il a hoché la tête, mais je savais qu'il ne me croyait pas. Les mots d'un père pèsent parfois plus lourd que tous les encouragements d'une mère. Ce soir-là, dans mon appartement silencieux, j'ai tourné mon alliance autour de mon doigt. Mon mari aurait été fier de Théo. Il aurait su quoi dire, quoi faire. Moi, je ne savais qu'une chose. Ce Marius allait comprendre qui il avait humilié. Mais pas par vengeance, par dignité. Le lendemain matin, j'ai demandé à ma secrétaire de convoquer monsieur Marius Delorme, cadre supérieur au département logistique, dans mon bureau. À 9 heures précises. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez ? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Pour comprendre ce qui s'est passé ce soir-là, il faut que je vous raconte d'où je viens. Parce qu'une femme ne devient pas ce que je suis devenue par hasard. Elle le devient pierre après pierre, silence après silence, décision après décision. Je suis née à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse, là où les canutes tissaient autrefois la soie dans des ateliers sombres. Mon père était comptable dans une petite entreprise textile. Ma mère cousait des robes pour les voisines. Nous n'avions pas grand-chose,
mais nous avions de la dignité. Mon père me répétait toujours « Amélie, l'argent peut partir du jour au lendemain, mais ce que tu as dans la tête et dans le cœur, personne ne pourra jamais te le prendre. » J'ai grandi avec cette phrase gravée en moi. À 18 ans, j'ai rencontré Laurent Moreau. Il était étudiant en génie mécanique à l'INSA. Moi, je préparais un BTS en gestion commerciale. Nous nous sommes croisés dans une bibliothèque universitaire, un jour de pluie. Il cherchait un livre sur les systèmes hydrauliques. Je lisais un manuel de comptabilité analytique. Il s'est assis à ma table. « Vous avez l'air sérieuse ?»« Parce que je le suis. » Il a souri. « Moi aussi. » Et c'est ainsi que tout a commencé. Laurent n'était pas riche. Il venait d'une famille modeste de Villeurbanne. Mais il avait cette lumière dans les yeux, cette façon de regarder le monde comme s'il pouvait le réparer, le rendre meilleur. Il rêvait de créer une entreprise de machines industrielles, quelque chose d'innovant, quelque chose qui durerait. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, dans la petite église de la Croix-Rousse. Ma mère avait cousu ma robe. Mon père avait pleuré en me conduisant à l'autel. Laurent m'a passé l'alliance en murmurant « Nous allons construire quelque chose ensemble, Amélie, quelque chose de solide. » Et nous l'avons fait. Les premières années n'ont été difficiles. Laurent a monté son entreprise dans un hangar qu'il louait près de la gare de Perrache. Moreau Industrie. Il fabriquait des pièces pour des systèmes de convoyage. Moi, je gérais les comptes, les fournisseurs, les clients. Je répondais au téléphone. Je faisais les devis. Je négociais les délais. Le soir, nous rentrions dans notre petit appartement de Villeurbanne. Nous mangions des pâtes. Nous parlions de l'avenir. Laurent dessinait des plans sur des feuilles volantes. Je calculais combien nous pourrions investir le mois suivant. Un jour, Amélie, cette entreprise sera grande. Et ce jour-là, je veux que tu saches que c'est autant la tienne que la mienne. Je tournais mon alliance autour de mon doigt. Nous la construisons ensemble, Laurent. Toujours. 3 ans après notre mariage, Théo est né. Je me souviens de cette nuit de septembre, à la maternité de l'hôpital Édouard Herriot. Laurent tenait notre fils dans ses bras comme s'il tenait l'univers entier. Il aura tout ce que nous n'avons pas eu, Amélie, mais surtout, il aura notre exemple. Et nous avons tenu parole. Pendant 15 ans, nous avons grandi. L'entreprise s'est agrandie. Nous avons déménagé dans une zone industrielle près de Vénissieux. Nous avons embauché 10 personnes, puis 20, puis 50. Laurent innovait. Je structurais. Nous étions une équipe parfaite. Théo grandissait entre les ateliers et les bureaux. Il faisait ses devoirs dans mon bureau. Il dessinait des machines avec son père le dimanche. Il ne manquait de rien, mais nous ne l'avons jamais laissé croire que l'argent tombait du ciel. Théo, regarde autour de toi. Tout ce que tu vois, ton père et moi, l'avons construit avec nos mains, notre tête et notre cœur. L'argent est une conséquence, pas un but. Il hochait la tête. Je sais, maman. N'oublie jamais. Les dimanches, nous allions nous promener au parc de la Tête d'Or. Laurent achetait des glaces. Théo courait vers le lac. Nous nous asseyions sur un banc, main dans la main, et nous regardions notre fils jouer. Je tournais mon alliance, ce geste que je faisais toujours quand j'étais heureuse. « Tu es heureuse, Amélie ?» « Oui, plus que je ne l'ai jamais été. Moi aussi. Mais le bonheur, j'ai appris, ne prévient jamais quand il va partir. » Théo avait 15 ans quand Laurent a commencé à se plaindre de maux de tête. « Ce n'est rien, Amélie, juste la fatigue. » Mais les maux de tête sont devenus des vertiges. Les vertiges sont devenus des pertes d'équilibre. Et un matin, il s'est effondré dans son bureau. Tumeur cérébrale, inopérable, 6 mois. C'est ce que les médecins nous ont donné. 6 mois pour dire au revoir à l'homme de ma vie. Je me souviens de ce jour à l'hôpital quand le neurologue nous a annoncé le diagnostic. Laurent a pris ma main. J'ai senti son alliance contre la mienne. « Amélie, écoute-moi. L'entreprise, c'est toi maintenant. Pas Théo. Pas encore. Il est trop jeune. Mais toi, tu sais tout. Tu as toujours tout su. Laurent, promets-moi. Promets-moi que tu vas continuer, que tu vas faire grandir ce que nous avons construit. Pour Théo, pour toi, pour nous. » J'ai hoché la tête, les larmes roulant sur mes joues. Je te le promets. Il est parti 6 mois plus tard, un matin de novembre, dans notre chambre, entouré de Théo et de moi. Ses derniers mots ont été « Je suis fier de vous ». Après l'enterrement, j'ai dû choisir. M'effondrer ou continuer. Pleurer ou construire. Je me suis souvenu de ces mots. L'entreprise, c'est toi maintenant. Alors j'ai continué. J'ai pris la présidence de Moreau Industrie. J'ai restructuré. J'ai investi. J'ai embauché.
En 10 ans, nous sommes passés de 50 à 230 employés. Nous avons ouvert des filiales à Grenoble, à Toulouse, à Nantes. Nous sommes devenus un acteur majeur dans les systèmes de convoyage industriel en France. Mais personne ne savait qui j'étais. Je ne donnais jamais d'interview. Je ne participais pas aux événements mondains. Je laissais mon directeur général représenter l'entreprise. Moi, je restais dans l'ombre, à construire, à décider, à protéger ce que Laurent et moi avions créé. Théo, lui, ne voulait pas reprendre l'entreprise. « Maman, ce n'est pas ma voie. Je veux faire ma propre route. » Je l'ai respecté. Je l'ai laissé choisir ses études, son métier, sa vie. Il est devenu ingénieur commercial. Il travaillait bien. Il gagnait honnêtement sa vie. Et c'était suffisant. Quand il m'a présenté Farah, j'ai tout de suite aimé cette jeune femme. Elle avait cette douceur que Théo méritait. Elle le regardait avec admiration, mais aussi avec tendresse. Elle ne lui demandait pas d'être riche. Elle lui demandait juste d'être lui. Le soir où Théo m'a annoncé qu'ils allaient se fiancer, j'ai pleuré. Des larmes de joie. Ton père aurait été si heureux. Je sais, maman. J'ai tourné mon alliance. Il aurait aimé Farah. Toi aussi, tu l'aimes? Oui, beaucoup. Mais je ne savais pas encore que cette joie allait être brisée. Je ne savais pas que quelqu'un allait humilier mon fils devant moi, devant elle, devant tout le monde. Je ne savais pas que ce quelqu'un travaillait pour moi depuis 8 ans. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Il y a des détails qu'on ne remarque pas sur le moment, des petites fissures dans le quotidien qui ne semblent rien signifier. C'est seulement plus tard, quand tout s'effondre, qu'on se dit « j'aurais dû voir, j'aurais dû comprendre ». La première fois que j'ai entendu parler de Marius Delorme, c'était il y a 8 ans. Mon directeur des ressources humaines était venu me voir dans mon bureau. « Madame Laurent, nous avons un excellent candidat pour le poste de responsable logistique. Monsieur Marius Delorme, 15 ans d'expérience, référence impeccable, diplômé de l'EM Lyon. » J'avais parcouru son CV. Effectivement, le profil était solide. Il demande quel salaire? 4 500 € bruts. C'est dans la fourchette. Convoquez-le pour un entretien final. Je veux le rencontrer. C'était ma règle. Tous les cadres supérieurs devaient passer devant moi avant d'être embauchés. Pas pour les impressionner, juste pour voir qui ils étaient vraiment. Marius Delorme est arrivé un mardi matin. Costume impeccable, mallette en cuir, sourire commercial. Il s'est assis face à moi dans la salle de réunion. Je me souviens qu'il avait cette façon de se tenir, très droit, le menton légèrement relevé, comme s'il voulait montrer qu'il était au-dessus de la moyenne. « Monsieur Delorme, parlez-moi de vous. » Il a souri. « J'ai 43 ans, marié, une fille. J'ai passé les 10 dernières années chez un de vos concurrents où j'ai restructuré toute la chaîne logistique. Résultat, réduction de 20% des coûts, amélioration de 30% des délais de livraison. Pourquoi voulez-vous changer d'entreprise? Parce que Moreau Industries est une entreprise sérieuse, en croissance, et que je veux participer à cette croissance. » J'ai hoché la tête. « Et qu'attendez-vous de cette entreprise en retour ?» Il a marqué une pause. « De la reconnaissance. Un poste à la hauteur de mes compétences. » Cette phrase, « à la hauteur de mes compétences », je l'ai notée mentalement, pas parce qu'elle était choquante, mais parce qu'elle disait quelque chose sur l'homme. Il ne cherchait pas à contribuer. Il cherchait à être reconnu. Mais son CV était solide, ses références étaient bonnes, et nous avions besoin d'un responsable logistique compétent. « Très bien, monsieur Delorme. Nous vous recontacterons dans la semaine. » Il a été embauché, et pendant 8 ans, il a fait son travail. Correctement. Pas brillamment, mais correctement. Il gérait les stocks, les livraisons, les relations avec les transporteurs. Il ne posait pas de problème. Il ne se faisait pas remarquer. Sauf par une chose. Marius Delorme avait cette manie de toujours parler d'argent. Dans les réunions, à la machine à café, pendant les pauses déjeuner. Combien gagnaient les uns, combien coûtaient les autres, qui avait acheté quoi, qui roulait dans quelle voiture. Ma directrice administrative me l'avait signalé un jour. « Madame Laurent, je ne veux pas médire, mais Monsieur Delorme pose beaucoup de questions sur les salaires des autres. C'est un peu dérangeant. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Il demande aux gens combien ils gagnent. Comme ça, directement. Et quand quelqu'un refuse de répondre, il fait des remarques du genre « Celui qui ne dit pas combien il gagne, c'est qu'il gagne trop peu. » J'avais froncé les sourcils. « Vous lui avez parlé? » « Oui. » Il s'est excusé. Il dit que c'est juste de la curiosité. Surveillez ça. Si ça continue,
Convoquez-le. Ça n'avait pas continué. Ou du moins, pas ouvertement. Mais j'avais compris quelque chose sur Marius Delorme. Pour lui, la valeur d'une personne se mesurait en euros. Les années ont passé. Théo a grandi. Il a fait ses études. Il est devenu ingénieur commercial. Et un jour, il m'a annoncé qu'il avait trouvé un emploi. « Maman, j'ai signé un CDI. Je commence lundi. Félicitations, mon chéri. »« C'est où ?»« Chez Solvay Équipement. Ils font des machines pour l'agroalimentaire. » J'avais souri. Solvay Équipement. Un de nos clients. Pas un concurrent. C'était bien. Je suis fier de toi. Merci, maman. Il ne savait pas que Moreau Industries fournissait certaines pièces à Solvay. Il ne savait pas que je connaissais le PDG de cette entreprise. Il ne savait pas que, dans l'ombre, je veillais toujours sur lui, sans jamais interférer. Théo voulait réussir seul. Je le respectais. 2 ans plus tard, il a rencontré Farah. Il me l'a présentée un dimanche, au parc de la Tête d'Or, notre lieu préféré. Elle était timide, souriante, et elle regardait Théo avec une tendresse qui m'a immédiatement touchée. « Maman, voici Farah. Enchantée, Farah. Enchantée, Madame Laurent. » Nous avons marché ensemble autour du lac. Farah m'a parlé de son travail à la galerie d'art, de sa passion pour la peinture contemporaine, de sa famille. Mon père travaille dans la logistique. Ma mère est professeure de français au collège. Et ils habitent à Lyon? Oui, à Caluire. Je n'avais pas pensé à demander où travaillait son père. Pourquoi l'aurais-je fait? Lyon est une grande ville. Il y a des centaines d'entreprises, des milliers de postes en logistique. Les mois ont passé. Théo et Farah sont devenus inséparables. Il m'en parlait souvent. Maman, elle me comprend. Elle ne me demande pas d'être quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle l'amour, Théo. Oui, j'ai tourné mon alliance. Ton père et moi, c'était comme ça. Tu me racontes? Ton père m'aimait pour ce que j'étais, pas pour ce que j'avais, pas pour ce que je pourrais devenir, juste pour moi. Et c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Théo a souri. C'est ce que je ressens avec Farah. Alors garde-la. Et il l'a gardée. Ou plutôt, elle l'a gardée. 6 mois plus tard, Théo m'a annoncé qu'ils allaient se fiancer. « Maman, je vais demander Farah en mariage. » J'ai senti mon cœur se gonfler. « Oh, Théo, tu es contente? Tellement. Je veux organiser un dîner de fiançailles pour que nos familles se rencontrent officiellement. Bien sûr, Farah veut que ça se passe dans un beau restaurant. Son père insiste pour que ce soit, comment dire, élégant? Oui, il paraît qu'il tient beaucoup aux apparences. » J'avais souri. « Ne t'inquiète pas. L'important, c'est que vous vous aimiez. » Mais j'aurais dû écouter cette phrase. Il tient beaucoup aux apparences. J'aurais dû comprendre que ce dîner n'allait pas être une fête. J'aurais dû deviner qu'un homme qui tient aux apparences est souvent un homme qui juge les autres. Le jour du dîner, Théo était nerveux. Il s'était habillé avec soin. Costume sombre, chemise blanche, cravate discrète. Il avait même acheté un bouquet de fleurs pour la mère de Farah. « Maman, tu crois qu'ils vont m'aimer? Théo, tu es un homme bien. Travailleur, honnête, amoureux de leur fille. Qu'est-ce qu'ils pourraient demander de plus? Je ne sais pas. J'ai l'impression que son père va me juger. Pourquoi tu dis ça? Farah m'a dit qu'il pose toujours des questions sur l'argent. Combien je gagne? Où nous allons habiter? Comment je compte subvenir à ses besoins? Comme si elle était une marchandise. J'avais posé ma main sur son épaule. Théo, un homme qui juge les autres uniquement sur leur salaire est un homme qui ne comprend rien à la vie. Mais toi, tu ne dois pas te laisser impressionner. Tu es digne, tu travailles, tu aimes Farah. C'est tout ce qui compte. Il avait hoché la tête. Tu as raison. Mais j'ai vu dans ses yeux qu'il doutait. Et ce doute m'a brisé le cœur. Nous sommes arrivés au restaurant à 19h. Un établissement élégant dans le vieux Lyon. Nappe blanche, couvert en argent, serveur en costume. Farah nous attendait à l'entrée. Elle portait une robe crème, simple et belle. Elle a embrassé Théo, puis moi. Mes parents sont déjà à table. Nous sommes entrés. Et là, au fond de la salle, j'ai vu un homme en costume 3 pièces, assis en bout de table, le regard froid, la montre en or qui brillait sous la lumière des lustres. J'ai eu un frisson. Cette posture, cette arrogance, je la connaissais. Et quand il a levé les yeux vers nous, j'ai su. Marius Delorme, le responsable logistique de mon entreprise. L'homme que j'avais embauché 8 ans plus tôt. L'homme qui mesurait la valeur des gens en euros. C'était lui, le père de Farah. À ce moment-là, je n'ai rien dit. Je me suis assise, j'ai souri poliment. J'ai serré la main d'Isabelle, sa femme.
J'ai écouté les politesses d'usage, mais quelque chose en moi s'est tendu. Quelque chose m'a dit « Attention, cet homme va te montrer qui il est vraiment. » Et il l'a fait. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix en restant silencieuse ce soir-là. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Il y a des moments où le silence devient une forme de survie, où dire la vérité reviendrait à détruire quelque chose de fragile. Ce soir-là, assise à cette table, face à Marius Delorme, j'ai choisi le silence, pas par lâcheté, mais par amour pour mon fils. Marius ne m'avait pas reconnu. Comment l'aurait-il pu? En 8 ans, il ne m'avait vu qu'une seule fois, le jour de son entretien d'embauche. Après cela, il n'avait plus jamais croisé la présidente. Il travaillait avec le directeur général, avec la directrice administrative, avec les chefs de service. Mais pas avec moi. Je restais dans l'ombre. C'était mon choix. Mon mari m'avait appris que les meilleurs dirigeants ne sont pas ceux qu'on voit, mais ceux qu'on sent. Amélie, laisse les autres briller. Toi, construis. Et c'est ce que j'avais fait pendant 15 ans. Alors ce soir-là, Marius Delorme regardait une femme en robe bleu marine, la mère de l'ingénieur commercial qui voulait épouser sa fille. Rien de plus, une femme sans importance. Une femme qu'il pouvait juger, mépriser, humilier. Les entrées ont été servies. Une terrine de foie gras, des toasts, de la confiture de figues. Marius a coupé sa tranche avec précision, comme s'il découpait un budget. Isabelle, sa femme, mangeait en silence, les yeux baissés. Farah nous lançait des regards inquiets. Théo essayait de sourire. « Alors, Madame Laurent, que faites-vous dans la vie ?» J'ai levé les yeux vers Marius. Il me regardait avec ce mélange de curiosité et de condescendance que je connaissais bien. L'homme qui pose une question dont il pense déjà connaître la réponse. Je travaille dans l'industrie. L'industrie. Il a répété le mot comme s'il goûtait un vin médiocre. Quel secteur? Les équipements mécaniques. Ah? Et quel poste? J'ai senti Théo se crisper à côté de moi. Il savait que je n'aimais pas parler de mon travail. Pas par fausse modestie, mais parce que je ne voyais pas l'intérêt d'étaler ma réussite. Un poste de gestion. De gestion. Il a souri. Assistante de direction? Responsable administrative? Quelque chose comme ça. Théo a posé sa main sur la mienne sous la table. Un geste discret. Une façon de me dire « Merci de ne pas rentrer dans son jeu ». Marius a hoché la tête. Je travaille aussi dans l'industrie. Responsable logistique chez Moreau Industries. Vous connaissez? Mon cœur a fait un bond. Mais je n'ai pas scié. Oui, c'est une bonne entreprise. Une excellente entreprise. Il a bu une gorgée de vin. 230 employés. Filiale dans toute la France. Chiffre d'affaires en croissance constante. Je suis là depuis 8 ans. J'ai restructuré tout le département logistique. Aujourd'hui, nous avons les meilleurs délais de livraison du secteur. Il parlait comme s'il était le propriétaire. Comme si c'était lui qui avait bâti l'entreprise. Comme si Laurent et moi n'avions jamais existé. Vous devez être fiers de votre travail. Je le suis. Il s'est tourné vers Théo. Et toi, Théo, tu disais que tu travailles chez Solvay Équipement? Oui, monsieur. Quel poste exactement? Ingénieur commercial. Je gère les relations clients pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Intéressant. Et tu vends quoi, concrètement? Des machines pour l'agroalimentaire, système de remplissage, d'emballage, de palettisation. Marius a hoché la tête lentement. Et ça se vend bien? Ça dépend des années. Mais oui, on a de bons résultats. C'est-à-dire, combien de chiffres d'affaires tu génères? Théo a hésité. Je ne peux pas vous donner de chiffres précis. C'est confidentiel. Confidentiel. Marius a souri, mais ce n'était pas un sourire aimable. Entre nous, tu peux bien me dire. Papa, s'il te plaît. Farah avait parlé doucement, presque en murmurant. Ce n'est pas le moment. Pourquoi ce ne serait pas le moment? On est en famille, non? On a le droit de savoir qui notre fille épouse. Isabelle a posé sa main sur celle de son mari. Marius, laisse-le tranquille. Je ne l'embête pas. Je pose juste des questions normales. Ce ne sont pas des questions normales. Il a retiré sa main avec agacement. Bien. Passons. Le plat principal est arrivé. Du bœuf en croûte, des légumes de saison, une sauce au vin rouge. Le serveur a rempli nos verres. Marius a levé le sien. À nos futurs mariés. Nous avons trinqué. Mais j'ai senti que ce toast était un mensonge. Que Marius ne portait pas un toast à l'amour de Théo et Farah. Il portait un toast à une façade. Pendant quelques minutes, nous avons mangé en silence. Puis Marius a repris. « Théo, tu disais que vous allez louer un appartement à Bellecour ? » « Oui, monsieur. Nous avons trouvé un 3 pièces. 70 mètres carrés.
Loyer à 1200 € par mois. 1200. Il a coupé un morceau de viande. Et tu gagnes combien, si ce n'est pas indiscret? Le silence est tombé sur la table. Théo a regardé Farah. Elle a secoué la tête imperceptiblement, comme pour dire « Ne réponds pas ». Mais Théo, mon fils, mon garçon honnête et droit, ne savait pas mentir. Il ne savait pas éviter les questions. Il ne savait pas jouer. Je gagne 3200 € par mois. J'ai vu le visage de Marius se durcir. Il a posé sa fourchette. Il a bu une longue gorgée de vin. Puis il a regardé Théo comme on regarde un enfant qui vient de dire une bêtise. 3200. Oui, monsieur. Et avec ça, tu comptes faire vivre ma fille? Théo a pâli. Farah travaille aussi. Elle gagne 1800 € à la galerie. Ensemble, nous avons près de 5000 € par mois. C'est suffisant pour... Suffisant? Marius a ri. Un rire court, sec, méprisant. Mon garçon, sais-tu combien coûte la vie aujourd'hui? Le loyer, les courses, les assurances, les sorties, les vacances? Oui, monsieur. Nous avons fait les comptes. Les comptes? Il a secoué la tête. Tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir des responsabilités. Tu ne sais pas ce que c'est que d'élever une famille. Monsieur, Laisse-moi finir. Sa voix s'était durcie. Ma fille a été élevée dans le confort. Elle n'a jamais manqué de rien. Et tu veux l'installer dans un 3 pièces en location à Bellecour? C'est un beau quartier. Un beau quartier pour des étudiants. Pas pour ma fille. J'ai senti la colère monter en moi. Mais je me suis retenue. J'ai tourné mon alliance autour de mon doigt. Laurent me disait toujours « Amélie, ne réagis jamais à chaud. Laisse l'autre se dévoiler. C'est là qu'il se trahit. » Alors, j'ai laissé Marius se dévoiler. « Monsieur Delorme, avec tout le respect que je vous dois, Théo travaille dur. Il a un bon poste. Il est sérieux, responsable, et il aime votre fille. » Marius s'est tourné vers moi. « Madame Laurent, je ne doute pas que vous ayez bien élevé votre fils. Mais l'amour ne suffit pas. Il faut des moyens. Et votre fils n'a pas les moyens. Il a un salaire honnête. Un salaire honnête. » Il a répété ces mots avec un sourire narquois. « Savez-vous combien je gagne, Madame Laurent? » Non. Et cela ne me regarde pas. Je gagne 6000 € par mois, après 25 ans de carrière. Votre fils, lui, en gagne 3200. Il a 34 ans. Cela veut dire qu'il n'évoluera pas beaucoup, qu'il restera à ce niveau. Et ma fille mérite mieux. Farah a posé sa serviette sur la table. « Papa, arrête. » « Non, je ne vais pas arrêter. » Il s'est levé légèrement, les mains posées sur la table. « Je vais être clair. Ce crève-la-faim ne mérite pas ma fille. Elle mérite quelqu'un à sa hauteur, un homme qui peut lui offrir une vraie vie. Pas une location à Bellecour, pas un salaire de 3000 €. Un homme qui a réussi, qui a de l'ambition, qui a de la valeur. » Le mot était lâché. Valeur. Pour Marius Delorme, la valeur d'un homme se mesurait en euros. Théo a baissé la tête. Je l'ai vu se recroqueviller, comme un enfant qu'on vient de gifler. Ses mains tremblaient légèrement. Ses lèvres étaient serrées. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de la colère. Pire. Une douleur profonde, viscérale. La douleur d'une mère qui voit son fils humilié et qui ne peut rien faire sans aggraver les choses. Je me suis levé calmement. « Théo, nous partons. » Il n'a rien dit. Il s'est levé. Farah a essayé de nous retenir, les larmes aux yeux. « Madame Laurent, je suis tellement désolée. Ce n'est pas ta faute, ma chérie. » J'ai regardé Marius une dernière fois. Il était toujours debout, les bras croisés, le visage fermé. Il ne regrettait rien. Il était même fier de lui, fier d'avoir dit sa vérité. « Monsieur Delorme, bonsoir. » Je suis sorti sans me retourner. Théo m'a suivi. Dans la rue, il faisait froid. La pluie avait commencé à tomber. Nous avons marché jusqu'à ma voiture en silence. Une fois à l'intérieur, Théo a éclaté. Pas en larmes, en mots. « Maman, il a raison. Je ne suis pas assez bien pour Farah. Je n'ai rien. Je ne suis rien. Théo, arrête. Non, c'est vrai. Regarde-moi. Je gagne 3000 €. Je loue un appartement. Je n'ai pas de voiture de luxe, pas de patrimoine, rien. Qu'est-ce que je peux lui offrir? L'amour. L'amour ne suffit pas, maman. Il l'a dit. L'amour est tout ce qui compte. Pas pour lui. » J'ai posé ma main sur la sienne. « Théo, écoute-moi. Ton père et moi, nous avons commencé avec rien. Nous avons mangé des pâtes pendant des années. Nous avons dormi dans un 2 pièces à Villeurbanne. Nous n'avions rien, sauf l'amour. Et nous avons construit une vie, une belle vie. Papa était exceptionnel. Moi, je suis juste normal. Ton père était un homme normal, qui a travaillé dur, qui a été honnête,
qui a aimé. Et c'est exactement ce que tu es. Il a secoué la tête. Maman, ce soir j'ai compris quelque chose. Je ne serai jamais à la hauteur. Pas pour lui, pas pour elle. Pour elle, tu l'es. Elle t'aime. Est-ce que ça suffira? Je n'ai pas répondu. Parce que je ne savais pas. Parce que j'avais peur que Marius Delorme finisse par détruire leur amour. Parce que j'avais peur que mon fils perde confiance en lui à cause d'un homme qui ne comprenait rien à la vie. Nous sommes rentrés en silence. La pluie tambourinait sur le pare-brise. Je tournais mon alliance, encore et encore, comme une prière. Ce soir-là, dans mon appartement, j'ai pris une décision. Non pas par vengeance, mais par dignité. Marius Delorme allait apprendre qui il avait humilié. Pas pour qu'il s'excuse, mais pour qu'il comprenne que la valeur d'un homme ne se mesure pas en euros. Le lendemain matin, j'ai appelé ma secrétaire. Convoque monsieur Marius Delorme dans mon bureau. 9 heures précises. Pour quel motif, madame Laurent? Présentation formelle. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. La nuit a été longue. Je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans mon salon, face à la fenêtre qui donnait sur Lyon endormi. Les lumières de la ville scintillaient dans l'obscurité, comme des milliers de vies qui continuaient malgré tout. J'ai tourné mon alliance pendant des heures. C'était devenu un geste machinal, une façon de me raccrocher à quelque chose de solide quand tout le reste tremblait. Laurent me manquait, pas seulement parce qu'il aurait su quoi dire à Théo, mais parce qu'il aurait compris cette rage froide qui m'habitait, une rage différente de la colère, quelque chose de plus profond, de plus calme, le sentiment qu'une injustice venait d'être commise et qu'il fallait rétablir l'équilibre, pas par vengeance, par vérité. À 5 heures du matin, j'ai reçu un message de Théo. « Maman, je ne dors pas. Je pense à ce qu'il a dit. Est-ce que je devrais renoncer à Farah? Pour son bien ?» Mon cœur s'est serré. J'ai tapé ma réponse avec soin. « Théo, ne renonce jamais à quelqu'un que tu aimes à cause de quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'est l'amour. Dors. Demain est un autre jour. Je t'aime. » Il n'a pas répondu. Mais j'ai vu qu'il avait lu le message. À 6 heures, je me suis préparé. Douche chaude, café noir, tailleur gris anthracite, celui que je portais pour les réunions importantes, celui qui disait sans un mot « Je suis celle qui décide ». Je suis arrivé à l'entreprise à 7h30. Le bâtiment était encore presque vide. Juste quelques employés de la maintenance, 2 agents de sécurité et moi. J'ai monté jusqu'à mon bureau au 4e étage. La vue donnait sur toute la zone industrielle de Vénissieux. Des hangars, des camions, des cheminées. Ce monde que Laurent et moi avions bâti pierre après pierre. J'ai allumé mon ordinateur. J'ai ouvert le dossier RH. J'ai cherché le nom. Delorme, Marius. Son profil est apparu. Photo d'identité professionnelle. Cheveux grisonnants. Regard sérieux. Costume sombre. Responsable logistique. Ancienneté, 8 ans. Salaire, 6 200 € brut mensuel. Évaluation annuelle, satisfaisante, pas excellente, satisfaisante. J'ai lu les commentaires de ses supérieurs. Boum, monsieur Delorme fait son travail correctement. Manque parfois d'initiative. A tendance à privilégier les procédures aux solutions créatives. Relations parfois tendues avec certains collègues. J'ai cliqué sur un autre onglet. Réclamation interne. 3 signalements en 8 ans. Le premier, il y a 6 ans. Monsieur Delorme a fait des remarques déplacées sur le salaire d'une collègue lors d'une pause déjeuner. Le deuxième, il y a 4 ans. Monsieur Delorme a critiqué publiquement le choix d'un fournisseur en réunion, remettant en cause la compétence de la responsable achat. Le troisième, il y a 2 ans. Monsieur Delorme a refusé de collaborer avec un stagiaire en disant qu'il n'était pas là pour former des gens qui ne resteraient pas. Rien de grave, rien qui justifie un licenciement. Mais un portrait. Le portrait d'un homme qui se croit supérieur, d'un homme qui juge, d'un homme qui ne voit pas la valeur humaine, seulement la valeur marchande. À 8h30, ma secrétaire est arrivée. Elle a frappé à ma porte. « Bonjour, Madame Laurent. »« Bonjour, Sophie. J'ai convoqué Monsieur Delorme pour 9 heures, comme vous l'avez demandé. Il a confirmé sa présence. Parfait. Merci. » Elle est repartie. Je suis restée seule dans mon bureau, face à la porte fermée. J'ai pensé à Théo, à son visage baissé, à ses mains tremblantes, à sa voix brisée. Je ne suis pas assez bien. Et j'ai pensé à Laurent, à ce qu'il m'aurait dit. « Amélie, ne te venge pas. Montre-lui juste qui tu es. Le reste viendra tout seul. » À 8h55,
Sophie a frappé à nouveau. « Madame Laurent, Monsieur Delorme est arrivé. Il est dans la salle d'attente. Fais-le patienter 5 minutes. » « Bien, madame. » Ces 5 minutes n'étaient pas de la cruauté. C'était une leçon. Marius Delorme devait comprendre qu'on ne convoque pas la présidente comme on convoque un subalterne, qu'il y a une hiérarchie, et que dans cette hiérarchie, il était loin, très loin, du sommet. À 9 heures précises, Sophie l'a fait entrer. La porte s'est ouverte. Marius est entré. Costume 3 pièces, mallette en cuir, montre en or, le même homme que la veille au soir. Sauf que ce matin, il avait l'air inquiet. Il a regardé autour de lui. Le grand bureau en chêne massif, les diplômes encadrés au mur, la vue sur la zone industrielle. Et moi, assise dans le fauteuil présidentiel, les mains croisées devant moi. Son visage a changé. D'abord la surprise, puis la confusion, puis la pâleur. « Madame, Laurent ?» Je n'ai pas souri, je n'ai pas bougé. J'ai juste laissé le silence s'installer. Ce silence qui en dit plus que tous les mots. Il a cligné des yeux. Je ne comprends pas. On m'a convoqué chez la présidente, mais... Asseyez-vous, monsieur Delorme. Il s'est assis lentement, comme un homme qui marche sur de la glace fragile. Ses mains ont serré les accoudoirs du fauteuil. Sa pomme d'Adam a bougé. Vous êtes la présidente de Moreau Industries ? Je le suis depuis 15 ans. Le silence est retombé. J'ai vu son cerveau travailler à toute vitesse. Les calculs, les réalisations, les regrets qui commençaient à poindre. Mais hier soir, vous avez dit que vous travailliez dans un poste de gestion. C'est exact. Je gère cette entreprise. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, a baissé les yeux. Monsieur Delorme, je vous ai convoqué ce matin pour une raison très simple. Je voulais me présenter formellement. Parce que, voyez-vous, en 8 ans, nous ne nous sommes croisés qu'une seule fois, le jour de votre entretien d'embauche. Après cela, vous avez travaillé avec mes directeurs, mes chefs de service, mais jamais directement avec moi. Je comprends. Vraiment ? Il a relevé les yeux. Il cherchait quelque chose dans mon regard. Une colère, une menace. Mais je suis resté impassible. Madame la présidente, Enchanté, monsieur Delorme. J'ai tendu la main par-dessus le bureau. Je suis votre patronne. Il a regardé ma main comme si c'était un piège. Puis, il l'a serrée. Sa paume était moite. Enchantée, madame. J'ai retiré ma main. J'ai croisé les doigts devant moi et j'ai attendu. Madame la présidente, je voulais vous dire, hier soir... Hier soir ? Le dîner ? Je ne savais pas que j'étais la présidente de l'entreprise où vous travaillez ? Oui, évidemment. Sinon, vous n'auriez probablement pas dit ce que vous avez dit. Il a pâli encore plus. Madame, je vous prie de m'excuser. Je ne voulais pas... Ne vous excusez pas auprès de moi, monsieur Delorme. Ce n'est pas moi que vous avez humilié hier soir. Votre fils... Mon fils, oui, Théo. L'homme que vous avez traité de crève-la-faim devant sa fiancée, devant moi, devant votre propre femme. Il a baissé la tête. Je suis désolé. Pourquoi l'avez-vous fait ? Répondez-moi. Pourquoi avez-vous jugé nécessaire d'humilier un homme que vous ne connaissez même pas ? Il a serré les mâchoires. Je voulais protéger ma fille. La protéger de quoi ? De l'amour ? Non. De la précarité. La précarité. J'ai répété le mot lentement. Monsieur Delorme, mon fils gagne 3 200 € par mois. Il a un CDI. Il loue un appartement dans un beau quartier de Lyon. Il est ingénieur diplômé. Il travaille dur. Il aime votre fille. Et vous appelez ça de la précarité ? Vous vouliez dire qu'il ne gagne pas assez, qu'il n'est pas assez riche, qu'il n'a pas assez de valeur. C'est bien ça ? Il n'a rien répondu. Monsieur Delorme, savez-vous comment j'ai construit cette entreprise ? Non, madame. Avec mon mari. Nous avions 23 ans. Nous n'avions rien. Pas de capital, pas de réseau, pas de famille riche pour nous soutenir. Juste un diplôme, une idée et l'envie de travailler. Nous avons loué un hangar. Nous avons mangé des pâtes pendant des années. Nous avons dormi dans un 2 pièces à Villeurbanne. Nous avons construit cette entreprise pierre après pierre. Et savez-vous ce qui nous a permis de réussir ? Non, madame. Pas l'argent, l'amour, la confiance, le respect mutuel. Nous étions une équipe, et cette équipe valait plus que tous les comptes en banque du monde. Il a hoché la tête, mais je voyais bien qu'il ne comprenait pas. Pour lui, c'était des mots, juste des mots. Monsieur Delorme, vous travaillez ici depuis 8 ans. Vous gagnez 6 200 € par mois. Vous avez une voiture de fonction.
Vous avez des primes. Vous avez une sécurité de l'emploi. Tout cela, c'est grâce à cette entreprise. Une entreprise que mon mari et moi avons bâtie avec rien. Je le sais, madame, et je suis reconnaissant. Vraiment? Parce qu'hier soir, vous avez jugé mon fils indigne de votre fille. Vous l'avez humilié, vous l'avez brisé, et vous pensez que c'est de la reconnaissance? Madame, je ne vous demande pas de vous excuser auprès de moi, monsieur Delorme. Ce que vous faites de votre vie privée ne me regarde pas. Mais je voulais que vous sachiez une chose. La valeur d'un homme ne se mesure pas en euros. Elle se mesure en dignité, en honnêteté, en amour. Et mon fils a tout cela. Il a baissé les yeux. Oui, madame. Vous pouvez partir. Il s'est levé lentement. Il a pris sa mallette, il a fait quelques pas vers la porte, puis il s'est retourné. Madame la présidente, est-ce que mon poste est en danger? J'ai regardé cet homme qui, une seconde plus tôt, tremblait devant moi, et qui maintenant pensait seulement à son salaire. Non, monsieur Delorme, votre poste n'est pas en danger. Je ne mélange pas le personnel et le professionnel. Vous faites votre travail correctement. Je n'ai aucune raison de vous licencier. Merci, madame. Mais sachez une chose, je vous observe. Et si jamais vous traitez un autre employé comme vous avez traité mon fils hier soir, il y aura des conséquences. Est-ce clair? Oui, madame. Très clair. Il est parti. La porte s'est refermée derrière lui. Je suis restée seule dans mon bureau. J'ai tourné mon alliance autour de mon doigt. Laurent m'aurait dit « Tu as bien fait, Amélie. Tu lui as montré qui tu es, sans te rabaisser. » Mais quelque chose en moi n'était pas satisfait. Parce que je savais que cette conversation ne changerait rien. Marius Delorme avait eu peur pour son poste, pas pour son comportement. Il ne regrettait pas d'avoir humilié Théo. Il regrettait seulement d'avoir humilié le fils de sa patronne. Ce n'était pas de la prise de conscience, c'était du calcul. Et les hommes qui calculent finissent toujours par se trahir. Dans l'après-midi, j'ai reçu un appel de Théo. « Maman, Farah m'a appelé. Son père lui a tout raconté. Il sait que tu es la présidente de Moreau Industries. » Oui, il est en panique. Il a peur de perdre son travail. Je lui ai dit qu'il ne perdrait pas son travail. Merci, maman. Théo, je ne l'ai pas fait pour lui. Je l'ai fait pour toi et pour Farah. Je ne veux pas que votre amour soit détruit par un conflit entre moi et son père. Je sais, mais quoi? Farah est embarrassée. Elle dit que son père est un monstre, qu'elle a honte. Ce n'est pas elle qui doit avoir honte. Je sais, mais elle se sent responsable. Mon cœur s'est serré. Théo, est-ce que tu l'aimes toujours? Plus que tout. Alors dis-le lui. Dis-lui que ce qui compte, c'est vous deux. Pas son père, pas moi. Vous deux. D'accord, maman. Je t'aime, mon chéri. Moi aussi. J'ai raccroché. Et j'ai compris que cette histoire était loin d'être terminée. Parce que Marius Delorme n'était pas un homme qui acceptait l'humiliation. Même silencieuse, même méritée. Il allait réagir. Et quand il le ferait, il révélerait sa vraie nature. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Les jours qui ont suivi ont été étranges. Comme si tout le monde retenait son souffle. Théo m'appelait tous les soirs pour me donner des nouvelles. Farah était déchirée entre son amour pour lui et la culpabilité qu'elle ressentait à cause de son père. Marius, lui, était devenu invisible. Ma directrice administrative m'a fait un rapport une semaine plus tard. « Madame Laurent, Monsieur Delorme a demandé une semaine de congé. Il dit qu'il a besoin de repos. Accordé. Il a aussi demandé à son adjoint de le remplacer pour la réunion logistique de jeudi. C'est inhabituel. Je sais. » Elle m'a regardé avec curiosité. Mais elle n'a rien demandé. Elle connaissait ma règle. Je ne parle jamais de ma vie privée au bureau. Pendant cette semaine, j'ai reçu une lettre, une enveloppe blanche, déposée sur mon bureau par Sophie. Ceci est arrivé ce matin, Madame Laurent, par courrier interne. J'ai ouvert l'enveloppe, une feuille pliée, une écriture serrée, presque tremblante. Madame la Présidente, je me permets de vous écrire ces quelques mots pour vous présenter mes excuses les plus sincères. Le comportement que j'ai eu lors du dîner de fiançailles était inexcusable. J'ai laissé mes préjugés et mes inquiétudes paternelles me faire dire des choses que je regrette profondément. Votre fils Théo est un jeune homme respectable et travailleur. Ma fille Farah l'aime sincèrement. Je comprends aujourd'hui que j'ai eu tort de juger leur relation sur des critères purement financiers. Je vous prie de transmettre à Théo mes excuses et mon respect. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression de ma considération distinguée. Marius Delorme. J'ai relu la lettre 3 fois.
Les mots étaient incorrects, polis, presque parfaits. Mais je n'y ai pas cru une seconde. Cette lettre n'était pas celle d'un homme repentant. C'était celle d'un homme qui avait peur. Peur pour son poste, peur pour sa réputation, peur pour son confort. J'ai plié la lettre, je l'ai mise dans un tiroir, et je n'y ai plus pensé. 2 semaines plus tard, Théo est venu me voir. C'était un samedi après-midi. Il avait les traits tirés, les yeux cernés. « Maman, il faut que je te parle. Assieds-toi. » Il s'est installé dans le canapé de mon salon. J'ai préparé du thé. Nous nous sommes assis face à face, comme nous le faisions depuis qu'il était enfant, quand il avait quelque chose d'important à dire. Farah et moi, nous nous sommes disputés. Mon cœur s'est serré. À cause de son père? Oui et non. Il a bu une gorgée de thé. Elle veut qu'on se marie quand même. Elle dit qu'elle s'en fiche de la vie de son père. Mais toi, tu en as peur. Il a levé les yeux vers moi. Comment tu sais? Parce que je te connais, Théo. Parce que je sais que depuis ce dîner, tu te poses des questions. Je me demande si je suis vraiment assez bien pour elle. J'ai posé ma tasse. J'ai pris ses mains dans les miennes. Théo, regarde-moi. Oh, il m'a regardé. Ton père et moi, nous avons construit cette entreprise avec presque rien. Mais sais-tu quel a été notre plus grand trésor? Quoi? La certitude que nous nous aimions. Pas parce que l'un apportait plus que l'autre, mais parce que nous étions une équipe. Quand ton père est tombé malade, j'aurais pu m'effondrer. Mais je ne l'ai pas fait, parce qu'il m'avait donné quelque chose de plus précieux que l'argent, la confiance. Maman. Marius Delorme ne comprend pas ça. Pour lui, la valeur d'un homme se mesure en euros. Mais toi, tu sais que ce n'est pas vrai. Alors ne laisse pas ces mots détruire ce que tu as avec Farah. Il a hoché la tête lentement. Et si elle finit par regretter? Si elle regrette, ce ne sera pas à cause de ton salaire, ce sera à cause de qui tu es. Et dans ce cas, elle ne méritait pas ton amour. Il a souri faiblement. Tu as toujours raison. Non, mais j'ai vécu, et j'ai appris. Il est reparti un peu plus serein, mais je savais que la blessure était profonde. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de ma directrice des ressources humaines. « Madame Laurent, j'ai un problème. » « Lequel ? Monsieur Delorme a fait une demande de mutation. Il veut être transféré à notre filiale de Toulouse. Pour quelle raison ? Il dit que c'est pour des raisons personnelles. Mais entre nous, je pense qu'il veut fuir. Fuir quoi ? Vous ? Votre fils ? La situation ? J'ai réfléchi. Accepte sa demande. Vous êtes sûr ? Il est compétent. Le remplacer va être compliqué. Je suis sûr. Elle a raccroché. Et j'ai compris que Marius Delorme avait choisi la fuite plutôt que l'humilité. Il ne voulait pas affronter la vérité. Il voulait juste s'éloigner. Mais la vérité a une façon de vous rattraper. Toujours. Le soir même, Farah a appelé Théo. Je n'étais pas là, mais Théo m'a tout raconté plus tard. Maman, Farah pleurait. Elle m'a dit que son père avait décidé de déménager à Toulouse. Il a dit qu'il avait besoin de changer d'air. Mais en vérité, il fuit. Et Farah, qu'est-ce qu'elle en pense? Elle est en colère. Elle lui a dit qu'il était lâche, qu'il avait humilié l'homme qu'elle aimait et qu'au lieu de s'excuser vraiment, il préférait partir. Et lui, qu'est-ce qu'il a répondu? Il lui a dit qu'elle ne comprenait rien, que c'était pour son bien, que je ne serais jamais assez bien pour elle et qu'elle s'en rendrait compte un jour. Mon sang n'a fait qu'un tour. Il a vraiment dit ça? Oui. Et Farah? Elle a dit qu'elle ne lui parlerait plus tant qu'il ne présenterait pas d'excuses sincères. J'ai tourné mon alliance. Théo, qu'est-ce que tu ressens? Je suis soulagée qu'il parte, mais je suis triste pour Farah. Elle perd son père à cause de moi. Elle ne le perd pas à cause de toi, elle le perd à cause de lui. Je sais, mais ça fait mal quand même. Cette nuit-là, j'ai compris que Marius Delorme n'était pas seulement un homme orgueilleux. C'était un homme brisé, un homme qui mesurait tellement sa valeur à l'argent qu'il avait oublié ce qui comptait vraiment. Et en faisant ça, il était en train de perdre sa propre fille. Mais le karma, j'allais le découvrir, ne pardonne pas. Le départ de Marius pour Toulouse a été rapide. Trop rapide. Comme si chaque jour passé à Lyon lui brûlait la peau. Il a plié bagage en 3 semaines. Sa femme Isabelle l'a suivi, silencieuse comme toujours. Mais Farah, elle, est restée. « Je ne pars pas, maman. » C'est ce qu'elle a dit à Isabelle, d'après ce que Théo m'a raconté. « Ma vie est ici, avec Théo. » Isabelle avait pleuré. « Ma chérie, ton père. Mon père a fait un choix. Moi aussi, je fais le mien. » Et c'est ainsi que Farah s'est retrouvée seule à Lyon dans l'appartement qu'elle partageait avec Théo depuis 2 mois. Ils avaient emménagé ensemble malgré tout, malgré Marius.
malgré la douleur. Un soir de novembre, Théo m'a invité à dîner chez eux. L'appartement de Bellecour dont Marius avait tant méprisé l'adresse. Un 3 pièces lumineux, au 5e étage, avec vue sur la place et ses fontaines. Farah avait cuisiné. Un couscous maison, celui que sa grand-mère lui avait appris à faire. Elle était nerveuse. Je le voyais à la façon dont elle arrangeait les serviettes, vérifiait la cuisson, rajustait les coussins du canapé. Farah, tout est parfait. Merci, Madame Laurent. Je voulais que tout soit bien. Appelle-moi Amélie, s'il te plaît. Elle a souri timidement. D'accord, Amélie. Nous nous sommes assis autour de la petite table ronde. Théo a servi le vin. Farah a apporté le plat fumant. Et pendant un moment, nous avons mangé en silence. Un silence confortable, le genre de silence qui existe entre les gens qui n'ont pas besoin de mots pour se comprendre. Puis Farah a parlé. « Amélie, je veux vous remercier. » Me remercier de quoi? De ne pas avoir vengé Théo. De ne pas avoir licencié mon père. J'ai posé ma fourchette. « Farah, écoute-moi bien. Je n'ai jamais envisagé de licencier ton père. Pas parce qu'il est ton père, mais parce que je ne mélange pas le travail et le personnel. Ton père fait son travail correctement. Je n'ai aucune raison de le punir professionnellement pour ce qu'il a dit dans sa vie privée. Mais il vous a manqué de respect. Il a manqué de respect à Théo. Oui, et il le sait maintenant. Vous croyez qu'il regrette vraiment? J'ai tourné mon alliance. Je crois qu'il regrette les conséquences. Pas ces mots. Farah a baissé les yeux. Vous avez raison. Mon père n'a jamais su dire pardon. Pas vraiment. Même quand j'étais petite, s'il se trompait, il trouvait toujours une excuse. Il disait que c'était pour mon bien, que je comprendrais plus tard. Et tu comprends? Non. Elle a relevé la tête. Je comprends juste qu'il mesure les gens à ce qu'ils possèdent, et que pour lui, quelqu'un qui ne gagne pas assez n'a pas de valeur. C'est sa vision, pas la tienne. Non, pas la mienne. Elle a pris la main de Théo. Théo vaut tout l'or du monde, pas parce qu'il gagne de l'argent, mais parce qu'il est bon, honnête, aimant. Théo a rougi. Farah, c'est vrai. Elle s'est tournée vers moi. Et vous, Amélie, vous avez élevé un homme extraordinaire. Mon cœur s'est gonflé. Merci, Farah, ça me touche beaucoup. Je voulais aussi vous dire quelque chose. Théo et moi, nous avons décidé de nous marier. J'ai souri. C'est une merveilleuse nouvelle. Mais nous ne voulons pas d'un grand mariage. Juste une cérémonie simple, à la mairie, avec quelques amis. Nous ne voulons pas de faste. Nous ne voulons pas jouer un rôle. Nous voulons juste nous promettre l'un à l'autre. C'est exactement ce que vous devez faire. Théo a ajouté. Et après, nous partirons à Paris. J'ai eu une proposition, un poste chez un gros équipementier industriel, meilleur salaire, plus de responsabilités. Paris? Oui, maman, je sais que ça fait loin, mais c'est un nouveau départ. Loin des ombres du passé. Exactement. J'ai tourné mon alliance. Laurent aurait été si fier. Alors allez-y, construisez votre vie. Soyez heureux. Farah a essuyé une larme. Mon père ne sera pas là. Je sais, ma chérie. Il m'a envoyé un message hier. Il dit qu'il ne peut pas cautionner cette union, qu'il ne viendra pas au mariage tant que Théo ne prouvera pas sa valeur. Prouver sa valeur? J'ai senti la colère monter, mais je me suis retenue. Farah, ton père a perdu quelque chose de précieux. Pas de l'argent. Toi. Je sais. Et un jour, il s'en rendra compte. Mais ce jour-là, il sera peut-être trop tard. Elle a hoché la tête. Je l'espère. Et en même temps, j'ai peur. Peur de quoi? Peur qu'il ne change jamais. Peur de le perdre pour toujours. J'ai pris sa main. Farah, tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Tout ce que tu peux faire, c'est vivre ta vie. Être heureuse et espérer qu'un jour, il comprendra. Merci, Amélie. Le mariage a eu lieu un samedi matin de décembre à la mairie du 2e arrondissement. Il faisait froid. Le ciel était gris. Mais dans cette petite salle, il y avait une chaleur que tout l'argent du monde ne pourrait acheter. Farah portait une robe crème, simple et élégante. Théo avait mis le costume que son père portait le jour de notre mariage. Je le lui avais donné la veille. Ton père aurait voulu que tu le portes. Il avait pleuré en l'enfilant. Nous étions une dizaine. Quelques amis de Théo, des collègues de Farah et moi. Isabelle avait envoyé un message le matin même. « Je suis désolée, je ne peux pas venir. Ton père ne me le pardonnerait pas. » Farah avait juste hoché la tête. Elle ne pleurait plus. Elle avait dépassé la douleur. Quand le maire a demandé « Théo Moreau, acceptez-vous de prendre pour épouse Farah Delorme ?» Théo a répondu d'une voix claire « Oui. »
Et quand le maire a demandé à Farah, elle a dit « oui ». Puis elle a ajouté, en regardant Théo droit dans les yeux, « pour toujours ». Ils ont échangé les alliances, des alliances simples, en or blanc, et quand Théo a glissé la bague au doigt de Farah, j'ai tourné la mienne. Laurent était là. Je le sentais. Après la cérémonie, nous sommes allés déjeuner dans un petit restaurant du Vieux-Lyon. Nous avons ri, nous avons bu du champagne, nous avons célébré l'amour. Mais au moment du dessert, le téléphone de Farah a sonné. Elle a regardé l'écran. Son visage s'est figé. « C'est mon père. Tu veux répondre ?» Elle a hésité, puis elle a décroché. « Allô ?» Nous avons tous arrêté de parler. J'ai vu son visage changer. D'abord l'espoir, puis la déception, puis la colère. « Non, papa, non. Je ne vais pas. Papa, écoute-moi. Papa !» Elle a raccroché. Elle tremblait. Qu'est-ce qu'il a dit? Théo avait posé sa main sur la sienne. Il a dit que si je l'épousais, il ne me considérerait plus comme sa fille. Le silence est tombé. Il a dit que j'avais fait le mauvais choix, que je le regretterais, que dans 5 ans, quand je vivrais dans la pauvreté, je comprendrais qu'il avait raison. Farah, il a dit que Théo ne me rendrait jamais heureuse, qu'un homme qui gagne 3000 € ne peut pas rendre une femme heureuse. Elle a éclaté en sanglots. Théo l'a prise dans ses bras. Je me suis levée. J'ai pris mon téléphone. Et j'ai quitté la table. Dehors, dans la rue froide, j'ai composé le numéro de Marius Delorme. Il a décroché à la 3e sonnerie. « Allô ? Monsieur Delorme, c'est Amélie Laurent. » Un silence. « Madame la présidente, je viens d'assister au mariage de mon fils. Votre fille pleure parce que vous venez de lui dire que vous ne la considérez plus comme votre enfant. Madame, c'est une affaire de famille. Une affaire de famille ? Vous venez de briser le cœur de votre propre fille le jour de son mariage. Elle a fait son choix. Oui, et c'était le bon. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je sais exactement de quoi je parle. Je sais ce que c'est que de construire une vie avec quelqu'un qu'on aime. Je sais ce que c'est que de perdre cet amour. Et je sais ce que c'est que de voir son enfant heureux. Mon enfant ne sera pas heureux avec un homme qui n'a rien. Votre enfant sera heureux avec un homme qui l'aime. Et vous, monsieur Delorme, vous êtes en train de tout perdre. Pas de l'argent. Votre fille, c'est elle qui me perd. Non, c'est vous qui la chassez. Et un jour, vous vous réveillerez seul. Et vous comprendrez que toutes les promotions, tous les salaires, toutes les voitures de fonction du monde ne valent pas un regard d'amour de votre enfant. J'ai raccroché. Je suis rentrée dans le restaurant. Farah pleurait toujours. Je me suis assise à côté d'elle. Je l'ai prise dans mes bras. Il ne viendra pas. Je sais. Mais nous sommes là. Elle a hoché la tête contre mon épaule. Ce jour-là, Farah a perdu son père, mais elle a gagné une famille. Les semaines qui ont suivi le mariage ont été à la fois douces et mélancoliques. Théo et Farah préparèrent leur départ pour Paris. Ils cherchaient un appartement, organisaient le déménagement, disaient au revoir à leurs amis lyonnais. Moi, je les regardais partir avec cette émotion contradictoire que toutes les mères connaissent. La fierté de voir son enfant voler de ses propres ailes et la tristesse de savoir qu'il s'éloigne. « Maman, tu viendras nous voir ?» Théo m'avait posé cette question un dimanche, alors qu'ils triaient des cartons dans leur salon. « Bien sûr, aussi souvent que tu le voudras. Et toi, ça va aller? Toute seule à Lyon ?» J'avais souri. « Théo, j'ai 62 ans. J'ai vécu seule pendant 15 ans depuis la mort de ton père. Je survivrai. Je sais, mais quand même. Va vivre ta vie, mon chéri. C'est tout ce que je te demande. » Farah était sortie de la cuisine, un verre de thé à la main. « Amélie, j'ai une question. Je t'écoute. Vous avez des nouvelles de mon père? Non? Pourquoi? Ma mère m'a appelé hier soir. Elle dit qu'il ne va pas bien. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Qu'il est distant, qu'il rentre tard du travail, qu'il ne parle presque plus. Elle dit qu'il passe ses soirées enfermé dans son bureau. Il regrette peut-être, ou il est juste en colère. Farah a bu une gorgée de thé. Je ne sais pas quoi penser, Amélie. Une partie de moi veut qu'il souffre. Une autre partie veut juste qu'il comprenne. C'est normal. Tu l'aimes encore. Oui, malgré tout. L'amour ne disparaît pas comme ça. Même quand quelqu'un nous blesse. Vous pensez que je devrais l'appeler? J'ai tourné mon alliance. Farah, je ne peux pas répondre à cette question à ta place. Mais je peux te dire une chose. Si tu l'appelles, fais-le pour toi, pas pour lui. Fais-le parce que tu as besoin de paix, pas parce que tu attends qu'il change.
Elle a hoché la tête lentement. Je comprends. 3 jours avant leur départ pour Paris, j'ai reçu un appel de ma directrice des ressources humaines. Madame Laurent, j'ai une information qui pourrait vous intéresser. Laquelle? Monsieur Delorme a fait une demande de rendez-vous avec vous. Mon cœur a fait un bond. Quand? Il propose demain, si vous êtes disponible. J'ai hésité. Une partie de moi voulait refuser. Ne plus jamais avoir affaire à cet homme. Mais une autre partie voulait savoir. Savoir s'il avait changé. Savoir s'il regrettait vraiment. Accepte. Demain, 15 heures. Le lendemain, j'étais dans mon bureau à 14h30. J'avais mis mon tailleur gris anthracite, celui de la dignité. J'avais tourné mon alliance pendant 1 heure, comme je le faisais toujours quand j'étais nerveuse. À 15 heures précises, Sophie l'a fait entrer. Marius Delorme avait changé. Pas physiquement, mais quelque chose dans son regard. Une fatigue, une lourdeur. Il ne marchait plus avec cette arrogance que je lui connaissais. Il marchait comme un homme qui portait un fardeau invisible. Madame la Présidente, merci de me recevoir. Asseyez-vous, Monsieur Delorme. Il s'est assis. Il a posé sa mallette par terre, il a croisé les mains sur ses genoux. Je sais que je n'ai pas le droit de vous demander quoi que ce soit, mais j'ai besoin de vous parler. Je vous écoute. Il a pris une grande inspiration. Je voudrais que vous transmettiez un message à ma fille. Pourquoi ne l'appelez-vous pas vous-même? Parce qu'elle ne répond pas à mes appels, elle a bloqué mon numéro. Je vois, je lui ai envoyé des lettres. Elle les renvoie sans les ouvrir. Et vous voulez que je sois votre intermédiaire? Oui, j'ai croisé les bras. Monsieur Delorme, pourquoi devrais-je faire ça? Parce que... Il a baissé les yeux. Parce que vous êtes une mère, et que vous comprenez. Je comprends quoi? Que j'ai fait une erreur. Le silence s'est installé. J'ai attendu qu'il continue. Quand j'ai appris que vous étiez la présidente de cette entreprise, j'ai eu honte. Honte d'avoir humilié votre fils. Honte d'avoir jugé quelqu'un sans le connaître. Honte d'avoir mesuré sa valeur en euros. Continuez. Mais ma honte s'est transformée en colère. Colère contre moi-même. Colère contre la situation. J'ai pensé que si je partais à Toulouse, je pourrais oublier. Recommencer. Mais on ne peut pas fuir ses erreurs, Madame Laurent. Elles nous suivent partout. Vous vous en rendez compte maintenant? Oui. Il a relevé la tête. Ma fille ne me parle plus. Ma femme me regarde avec tristesse. Mes collègues à Toulouse me trouvent distant. Je suis seule, Madame Laurent. Complètement seule. Et vous pensez que c'est injuste? Non, je pense que c'est mérité. J'ai été surprise. C'était la première fois que je l'entendais admettre sa responsabilité. Monsieur Delorme, que voulez-vous que je transmette à Farah? Que je regrette, que j'ai eu tort, que Théo est un homme bien, que je suis fière qu'elle l'ait choisi, que je voudrais juste... Sa voix s'est brisée. Que je voudrais juste qu'elle me laisse une chance de réparer. J'ai tourné mon alliance. Laurent me disait toujours, « Amélie, la vengeance est une prison. Le pardon est une libération. » Mais je ne pouvais pas pardonner à la place de Farah. Monsieur Delorme, je vais vous dire quelque chose. Je ne transmettrai pas votre message. Son visage s'est affaissé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon rôle. Ce que vous avez cassé, c'est à vous de le réparer. Pas à moi, pas à Théo, à vous. Mais elle ne veut pas me parler. Alors continuez d'essayer. Écrivez-lui, même si elle ne lit pas. Appelez-la, même si elle ne répond pas. Montrez-lui que vous avez changé. Pas avec des mots, avec des actes. Comment? En arrêtant de mesurer les gens à ce qu'ils possèdent, en comprenant que la valeur d'un homme se trouve dans son cœur, pas dans son compte en banque, en devenant le père qu'elle mérite. Il a hoché la tête. Vous avez raison. Monsieur Delorme, je ne peux pas vous dire si Farah vous pardonnera un jour. Peut-être qu'elle le fera, peut-être pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le pardon ne s'exige pas. Il se mérite. Je comprends. Autre chose. Théo et Farah partent pour Paris dans 3 jours. Ils commencent une nouvelle vie. Une vie sans vous. Si vous voulez faire partie de cette vie, c'est à vous de faire le premier pas. Le vrai premier pas. Pas une lettre d'excuse calculée. Pas un message d'intermédiaire. Vous, face à eux. Avec humilité. Il a fermé les yeux. J'ai peur qu'elle me rejette. C'est son droit. Vous l'avez rejeté en premier. Oui, il s'est levé. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Delorme, une dernière chose. Oui, votre mutation à Toulouse. Elle est définitive si vous le souhaitez. Mais si vous voulez revenir à Lyon un jour, la porte n'est pas fermée. Il m'a regardé avec surprise. Pourquoi? Parce que je crois au changement. Pas pour tout le monde, mais pour ceux qui le veulent vraiment. Je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien. Montrez-le.
Il est parti. Et je suis restée seule dans mon bureau, face à la fenêtre qui donnait sur Lyon. J'ai tourné mon alliance. Laurent aurait été fier de moi. Je n'avais pas cédé à la vengeance. Je n'avais pas humilié Marius. Je lui avais juste montré le chemin. Maintenant, c'était à lui de le prendre. Ou pas. Le soir même, j'ai appelé Théo. « Maman, ton beau-père est venu me voir aujourd'hui. » « Quoi? Qu'est-ce qu'il voulait? » « Te demander pardon. » « Demander pardon à Farah. »« Et tu lui as dit quoi? » ?»« Que ce n'était pas à moi de pardonner. Que c'était à vous. »« Il va nous appeler? » ?»« Je ne sais pas. Mais je lui ai dit que s'il voulait réparer, il devait le faire lui-même. Pas à travers moi. » Théo a soupiré. « Je ne sais pas si je pourrais lui pardonner, maman. »« Tu n'es pas obligée. Le pardon, c'est un choix, pas une obligation. »« Et toi, tu lui as pardonné ?» J'ai réfléchi. Je ne lui ai pas pardonné. Mais je ne lui en veux plus. C'est différent. Comment tu fais? En comprenant que la colère est un poison, que la garder en moi ne ferait de mal qu'à moi. Alors je l'ai lâchée. Pas pour lui. Pour moi. Tu es forte, maman. Non. Je suis juste fatiguée de la haine. 2 jours plus tard, la veille du départ de Théo et Farah pour Paris, quelque chose s'est passé. Farah a reçu un appel. De son père. Farah a regardé l'écran de son téléphone pendant 10 secondes qui ont semblé durer une éternité. Le nom s'affichait « Papa ». Théo était à côté d'elle. Ils étaient en train de fermer le dernier carton pour le déménagement. « Tu veux répondre ?»« Je ne sais pas. C'est ton choix, mon amour. » Elle a pris une grande inspiration et elle a décroché. « Allô? Farah, c'est papa. » Le silence. « Je sais que tu ne veux pas me parler. Je sais que j'ai détruit quelque chose entre nous. Mais s'il te plaît, écoute-moi, juste 2 minutes. 2 minutes. Merci. » J'ai entendu sa voix trembler. Farah m'a raconté cette conversation plus tard, mot pour mot. Je voulais te dire que j'ai eu tort, complètement tort. J'ai jugé Théo sur son salaire. Je l'ai humilié. Je t'ai humilié. Et en faisant ça, j'ai perdu la seule chose qui compte vraiment dans ma vie. Toi. Papa? Non. Laisse-moi finir. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Je te demande juste de me laisser te prouver que j'ai changé, que j'ai compris. Compris quoi? Que la valeur d'un homme ne se mesure pas en euros. Qu'un père qui rejette sa fille à cause de son choix amoureux n'est pas un père. Qu'un homme qui fuit au lieu d'affronter ses erreurs est un lâche. Farah pleurait en silence. Qu'est-ce qui t'a fait changer? La solitude. Sa voix s'est cassée. Je suis seule, Farah. Ta mère me regarde comme si j'étais un étranger. Mes collègues m'évitent. Je rentre dans un appartement vide à Toulouse et je réalise que tout ce que j'ai construit, la carrière, le salaire, la position, ça ne vaut rien si je n'ai personne avec qui le partager. Tu aurais dû y penser avant. Je sais. Tu aurais dû y penser quand tu as traité Théo de crève-la-faim, quand tu m'as dit que tu ne me considérais plus comme ta fille, quand tu as refusé de venir à mon mariage. Je sais, ma chérie. Et je vais vivre avec ça toute ma vie. Le silence s'est installé. Farah regardait Théo. Il lui tenait la main. « Papa, qu'est-ce que tu veux? Juste vous voir, une fois, avant que vous partiez pour Paris. Pour vous dire en face ce que je viens de te dire au téléphone. Pour présenter mes excuses à Théo. Pour vous souhaiter bonne chance. Et si après ça, vous ne voulez plus jamais me voir, je le comprendrai. » Farah a regardé Théo. Il a hoché la tête. « C'est toi qui décides. »« D'accord. Demain, 10 heures. Au café de la place Bellecour. »« Merci Farah, merci. » Elle a raccroché, et elle s'est effondrée dans les bras de Théo. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Théo. « Maman, Farah a accepté de voir son père. Comment tu te sens? » Nerveux, en colère, mais aussi curieux. Je veux voir s'il est sincère. Tu veux que je vienne avec vous? Non, c'est quelque chose que nous devons faire seuls. Mais merci. Appelle-moi après. Promis. Ils se sont retrouvés au café de la place Bellecour. Marius était déjà là, assis à une table près de la fenêtre. Farah m'a dit qu'il avait l'air plus vieux, plus fatigué. Comme si les 3 derniers mois avaient été 3 années. Quand il les a vus, il s'est levé. Il a voulu embrasser Farah, mais elle a reculé. « Bonjour papa. Bonjour ma chérie. » Il s'est tourné vers Théo. « Bonjour Théo. » Théo a hoché la tête. « Monsieur. » Ils se sont assis. Un serveur est venu prendre les commandes. 3 cafés. Personne ne parlait. Puis Marius a commencé. « Théo, je te dois des excuses. Des excuses sincères. Ce que j'ai dit lors du dîner de fiançailles était impardonnable. Je t'ai jugé sur ton salaire. Je t'ai humilié devant ma famille.
Je t'ai traité comme si tu n'avais aucune valeur. Et j'avais tort, complètement tort. Théo l'écoutait, impassible. Tu es un homme bien, travailleur, honnête, amoureux de ma fille, et c'est tout ce qui devrait compter. Pas ton salaire, pas ton patrimoine. Toi. Pourquoi vous dites ça maintenant? Parce que j'ai perdu ma fille. Parce que j'ai réalisé que toutes les choses auxquelles je donnais de l'importance, l'argent, le statut, les apparences, ça ne vaut rien quand on est seul. Vous ne l'avez pas réalisé avant? Marius a baissé les yeux. Non, j'ai passé ma vie à mesurer les gens, à les comparer, à les classer. C'était ma façon de me rassurer, de me dire que j'avais réussi. Mais en faisant ça, j'ai oublié l'essentiel. L'essentiel? L'amour. Il a regardé Farah. Ma fille m'aimait. Ma femme m'aimait. Et j'ai tout gâché parce que j'étais incapable de voir au-delà des chiffres. Farah a parlé, la voix tremblante. Papa, tu m'as dit que tu ne me considérais plus comme ta fille. Je sais. Et c'est la pire chose que j'ai jamais dite. Parce que ce n'était pas vrai. Tu es ma fille. Tu le seras toujours. Même si tu ne veux plus de moi. Pourquoi tu as dit ça alors? Par orgueil. Par colère. Parce que je ne supportais pas que tu me désobéisses. Mais ce n'était pas de la désobéissance, Farah. C'était de l'amour. Et j'étais trop aveugle pour le voir. Théo a pris la parole. Monsieur Delorme, je vais vous dire quelque chose. Le soir de ce dîner, je suis rentré chez moi brisé. J'ai cru que je n'étais pas assez bien pour Farah. J'ai failli renoncer à elle. Marius a pâli. Théo. Mais ma mère m'a rappelé quelque chose. Elle m'a dit que mon père et elle avaient commencé avec rien. Qu'ils avaient construit leur vie sur l'amour. Et que c'était tout ce qui comptait. Alors j'ai décidé de ne pas abandonner. Je suis content que tu ne l'aies pas fait. Moi aussi. Théo a pris la main de Farah. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que vos mots ont laissé des traces. Je me souviendrai toujours de ce que vous avez dit. Et même si je vous pardonne un jour, je n'oublierai pas. Je comprends. Je ne sais pas si je peux vous faire confiance. Je ne sais pas si vous avez vraiment changé, ou si vous dites juste ce qu'il faut pour que Farah vous pardonne. Je le dis parce que c'est la vérité. Alors prouvez-le, pas avec des mots, avec des actes. Marius a hoché la tête. Je le ferai. Farah a essuyé ses larmes. Papa, je ne sais pas si je peux te pardonner maintenant. Je sais. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de voir si tu changes vraiment. Je te laisse tout le temps dont tu as besoin. Théo et moi partons pour Paris demain. Nous commençons une nouvelle vie. Une vie où nous construisons notre bonheur. Sans toi. Mais peut-être qu'un jour, si tu prouves que tu as changé, tu pourras en faire partie. Je ferai tout pour mériter cette chance. Ils ont fini leur café en silence. Puis Farah et Théo se sont levés. Au revoir, papa. Au revoir, ma chérie. Il s'est tourné vers Théo. Prends soin d'elle. Toujours. Ils sont partis. Marius est resté seul à la table, regardant par la fenêtre. Farah m'a dit qu'en partant, elle s'est retournée une fois. Elle a vu son père pleurer. Le lendemain, Théo et Farah sont partis pour Paris. Je les ai accompagnés à la gare. Nous nous sommes embrassés longuement. Maman, merci pour tout. Prends soin de toi, mon chéri. Prends soin de Farah. Promis. Farah m'a serré dans ses bras. Amélie, vous m'avez montré ce qu'est une vraie mère. Une mère qui soutient, qui ne juge pas, qui aime sans condition. C'est toi qui as été courageuse, Farah. Non, vous nous avez sauvés tous les deux. Je n'ai rien fait. Vous vous êtes sauvés vous-même. Le train est parti. Je les ai regardés s'éloigner. Et j'ai tourné mon alliance. Laurent aurait été si fier. Dans les mois qui ont suivi, j'ai eu des nouvelles de Théo régulièrement. Il s'installait bien à Paris. Théo adorait son nouveau poste. Farah avait trouvé un travail dans une galerie du Marais. Ils étaient heureux. Et Marius, ma directrice des ressources humaines, m'a donné des nouvelles. Madame Laurent, Monsieur Delorme a démissionné de la filiale de Toulouse. Quand? Il y a 2 semaines. Il a envoyé une lettre très polie. Il dit qu'il a besoin de se recentrer sur sa vie personnelle. Je vois. Il a aussi écrit quelque chose de particulier. Il a remercié l'entreprise. Il a dit que Moreau Industries lui avait permis de vivre dignement pendant 8 ans, qu'il était reconnaissant et qu'il espérait avoir été à la hauteur. J'ai souri. Merci de m'en avoir informé. 3 mois après le départ de Théo et Farah, j'ai reçu un appel. Maman, tu ne devineras jamais. Quoi? Le père de Farah a déménagé à Paris. Mon cœur a fait un bond. Il vous suit? Non. Il a trouvé un travail dans une PME, un poste moins important, moins bien payé. Mais il dit qu'il veut être près de Farah, qu'il veut réparer. Et Farah,
Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle lui a proposé de prendre un café, juste un café, pour voir. C'est bien. Il a aussi fait quelque chose d'étrange. Quoi? Il a vendu sa voiture de luxe. Il a acheté une petite Peugeot d'occasion. Il dit qu'il n'a plus besoin d'impressionner qui que ce soit. J'ai souri. Peut-être qu'il a vraiment compris. Peut-être. 6 mois plus tard, j'ai reçu une photo par message. Théo, Farah et Marius attablés dans un restaurant parisien. Ils souriaient. Pas un sourire forcé. Un sourire vrai. Sous la photo, Théo avait écrit « Il y a un chemin. Long. Mais il y a un chemin. » Et j'ai compris que le karma n'était pas une punition. C'était une leçon. Marius avait perdu sa position, sa voiture, son confort, sa fille pendant un temps. Pas parce que je l'avais puni, mais parce que ses propres choix l'avaient conduit là. Et maintenant, il reconstruisait. Pas avec de l'argent, avec de l'humilité. Elle m'avait traité de femme trop indulgente quand j'avais refusé de le licencier. Des années plus tard, j'ai compris que la vraie justice n'est pas la vengeance. C'est le temps. Le temps qui montre à chacun les conséquences de ses choix. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Aujourd'hui, j'ai 68 ans. 6 ans ont passé depuis ce dîner qui a tout changé. 6 ans depuis que Marius Delorme a traité mon fils de crève-la-faim. 6 ans depuis que j'ai dû choisir entre la vengeance et la dignité. Je suis assise dans mon appartement de Lyon, face à cette même fenêtre qui donne sur la ville. Le soleil se couche. Les lumières s'allument une à une, comme des étoiles terrestres. Et je tourne mon alliance autour de mon doigt, ce geste que je fais depuis 45 ans. Laurent me manque toujours, mais je ne suis plus seule avec ma douleur. Je suis en paix avec elle. Théo et Farah sont venus me voir le week-end dernier. Ils ont 2 enfants maintenant, une petite fille de 3 ans, Élise, et un garçon d'1 an, Laurent. Oui, ils ont appelé leur fils comme son grand-père. Quand Théo me l'a annoncé, j'ai pleuré pendant 1 heure. Maman, papa mérite de continuer à vivre à travers lui. Ton père aurait été si fier de toi. Je sais, et j'espère qu'il l'est, où qu'il soit. Farah est devenue directrice de la Galerie du Marais. Théo a eu 3 promotions en 6 ans. Il gagne maintenant plus que ce que Marius gagnait à l'époque. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'ils sont heureux, qu'ils s'aiment, qu'ils construisent une vie ensemble. Une vie que personne ne peut mesurer en euros. Marius, lui, a reconstruit. Lentement, patiemment. Il a fallu 2 ans avant que Farah accepte de le voir régulièrement. 2 ans avant que Théo accepte de lui serrer la main sans méfiance. Aujourd'hui, ils déjeunent ensemble 1 fois par mois. Marius voit ses petits-enfants. Il les emmène au parc. Il leur achète des glaces. Il fait tout ce qu'un grand-père doit faire. Mais il ne parle jamais d'argent. Plus jamais. Il travaille toujours dans cette petite PME parisienne. Il gagne moins qu'avant. Il a un studio à Montreuil. Il prend le métro. Il vit simplement. Et vous savez quoi? Il a l'air plus heureux qu'avant. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 3 mois. Théo avait organisé un déjeuner familial à Paris pour mon anniversaire. Marius était là. Isabelle aussi. Ils se sont remis ensemble il y a 1 an. Elle m'a dit « Il n'est plus le même homme, Amélie. Il écoute, il parle. Il aime. » Pendant le repas, Marius s'est levé. Il a levé son verre. « Je voudrais porter un toast à Amélie. » Tout le monde s'est tu. « Amélie, vous m'avez montré quelque chose que personne n'avait réussi à me montrer en 50 ans. Que la valeur d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle possède, mais à ce qu'elle est. » Il a regardé Théo. « Théo, le soir de ce maudit dîner, je t'ai appelé crève-la-faim. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, je voudrais te dire quelque chose. Tu es l'homme le plus riche que je connaisse, parce que tu as l'amour, tu as une famille, tu as la dignité. Et ça vaut tout l'or du monde. » Théo s'est levé, il a serré la main de Marius, puis il l'a pris dans ses bras. J'ai pleuré. Farah a pleuré. Isabelle a pleuré. Parce que c'était la preuve que les gens peuvent changer. Pas tous, mais certains. Ceux qui acceptent de regarder leurs erreurs en face. Ceux qui acceptent de perdre pour mieux se retrouver. Ce soir, seul dans mon appartement, je repense à tout ce qui s'est passé. Et je me dis que j'ai fait le bon choix. Je n'ai pas vengé mon fils. Je ne l'ai pas protégé en écrasant son ennemi. Je lui ai montré quelque chose de plus important. Que la dignité vaut mieux que la vengeance. Que la patience vaut mieux que la colère. Que l'amour vaut mieux que l'orgueil. Laurent me l'avait appris. Et j'espère que je l'ai transmis à Théo. Moreau Industries continue de grandir.
J'ai passé la présidence l'année dernière. Pas à Théo. Il ne le voulait toujours pas, mais à une jeune femme brillante, diplômée de Centrale Lyon, qui me ressemble un peu. Elle a 35 ans. Elle a faim de réussir, mais elle a aussi du cœur. Madame Laurent, pourquoi vous me choisissez? Parce que quand je vous ai demandé ce qui comptait le plus pour vous dans la vie, vous ne m'avez pas parlé de salaire. Vous m'avez parlé de vos parents, de votre envie de les rendre fiers, de votre volonté de construire quelque chose de durable. C'est important, c'est tout ce qui compte. Je vais au bureau une fois par semaine maintenant, juste pour garder un œil, pour conseiller, pour transmettre. Le reste du temps, je lis. Je me promène au parc de la Tête d'Or. Je rends visite à Théo et Farah à Paris. Je regarde mes petits-enfants grandir et je tourne mon alliance. Parfois, des gens me demandent « Amélie, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir puni Marius Delorme, de ne pas l'avoir licencié, de ne pas l'avoir humilié comme il a humilié votre fils ?» Et je réponds toujours la même chose. Non, parce que la punition ne change pas les gens. Seule la prise de conscience change les gens. Et pour qu'il y ait prise de conscience, il faut laisser la vie faire son travail. La vie est une meilleure juge que moi. Elle donne à chacun ce qu'il mérite, pas toujours immédiatement. Parfois ça prend des mois, des années, mais ça arrive toujours. Marius a perdu son confort, sa position, sa fille pendant un temps. Pas parce que je l'ai puni, mais parce que ses choix l'ont conduit là. Et cette perte lui a appris ce que des années de réussite ne lui avaient jamais appris, que l'amour vaut plus que l'argent. Aujourd'hui, il a retrouvé sa fille, ses petits-enfants, sa femme, pas sa position, pas son salaire, mais ce qu'il a retrouvé vaut infiniment plus. Et moi, qu'est-ce que j'ai gagné dans tout ça? La certitude que j'ai élevé mon fils correctement, qu'il est devenu un homme bon, un homme qui aime, un homme qui pardonne sans oublier. Un homme qui construit sa vie sur des valeurs, pas sur des chiffres. La certitude que Laurent serait fier de nous. La certitude que la dignité est le seul véritable pouvoir. Il y a quelques jours, j'ai reçu une lettre de Marius. Une vraie lettre, écrite à la main, postée depuis Paris. Chère Amélie, je ne vous ai jamais vraiment remercié. Pas seulement de ne pas m'avoir licencié, mais de m'avoir montré le chemin. Le jour où vous m'avez convoqué dans votre bureau et où vous m'avez dit « Enchantée, je suis votre patronne », j'ai eu honte. Une honte qui m'a brûlée pendant des mois. Mais aujourd'hui, je comprends que cette honte était nécessaire. Elle m'a forcé à me regarder dans le miroir, à voir l'homme que j'étais devenu. Un homme qui mesurait tout à l'argent, un homme qui avait oublié l'essentiel. Vous auriez pu me détruire. Vous aviez le pouvoir, mais vous avez choisi de me laisser me détruire moi-même. Et dans cette destruction, j'ai trouvé la reconstruction. Aujourd'hui, je suis un homme différent. Je ne suis pas riche, je ne suis pas important, mais je suis heureux. Parce que j'ai ma fille, mes petits-enfants, ma femme, et l'amour de Théo que j'ai mis des années à mériter. Merci de m'avoir laissé cette chance. Avec tout mon respect, Marius. J'ai plié cette lettre. Je l'ai mise dans le tiroir où je garde l'alliance de Laurent, les photos de Théo enfant, les premiers dessins de mes petits-enfants, les choses qui comptent vraiment. Et ce soir, face à cette fenêtre, je peux dire une chose. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. J'ai appris qu'on ne peut pas changer les autres. On peut juste leur montrer le chemin et espérer qu'ils aient le courage de le prendre. J'ai appris que la vengeance est une prison et que le pardon est une libération. J'ai appris que la valeur d'un homme ne se mesure pas en euros, mais en amour, en dignité, en courage. Et j'ai appris que la vie, cette grande enseignante, finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. À ceux qui donnent de la haine, elle rend la solitude. À ceux qui donnent de l'amour, elle rend la paix. Je tourne mon alliance une dernière fois. Laurent, mon amour, j'espère que tu es fier de moi. J'espère que tu vois notre fils, notre belle-fille, nos petits-enfants. J'espère que tu vois que nous avons construit quelque chose qui dure, pas une entreprise, une famille, des valeurs, un héritage. Et si j'ai appris quelque chose dans cette vie, c'est que ça ne se mesure pas en euros. Ça se mesure en sourire, en larmes, en pardon, en étreinte. Ça se mesure en amour. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie.
Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.